Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau de la télévision Moutetesi, la voix de la minorité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Nous avons célébré le 30 juin l'indépendance de la RD Congo. Un sujet très intéressant. Je suis sûr que des budgets ont été dépensés pour organiser cette cérémonie officielle. 63 ans après, quel état de lieu devons-nous faire de l'indépendance de la RD Congo? Mesdames et messieurs, recevez avec moi ce soir M. Espoir Ngaloukié, un jeune de la ville de Goma, un grand militant de la lutte pour le changement de première ligne dont les actions ont été visibles sur terrain. Nous avons la chance de l'avoir ce soir. Bonsoir M. Espoir. Bonsoir Placide, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'être de notre ce soir. Alors, je suis sûr que la plupart en tout cas de la population vous ont vu et vous connaissent en tout cas personnellement. Peut-être pas personnellement, mais au moins sur les réseaux sociaux. Vous avez été très actifs, vous avez mené des actions très impactantes sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis sûr que vous avez appris plus qu'une chose au sujet de l'évolution de l'État congolais. Et je crois que vous pouvez en placer un mot sur l'indépendance du Congo. Alors, qu'est-ce que vous en savez de cette lutte pour l'indépendance qui a été commencée par M. Lumumba et ses compagnons de lutte depuis les années 1965, combien, quelque chose comme ça? En fait, beaucoup de personnes pensent que l'indépendance du Congo n'a été l'œuvre que de seul Lumumba. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont commencé la lutte pour l'indépendance depuis très longtemps. Il y a l'époque de Kimpavita, là c'était au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a eu Paul Panda Farnana qui a été le premier grand militant, disons l'un des premiers grands militants pour l'indépendance du Congo, l'un des premiers intellectuels. Je ne connaissais même pas celui-là. Voilà, de notre pays. Oui. En fait, c'était un Congolais qui était amené en Belgique. Il est pratiquement le premier noir, l'un des premiers noirs de la colonie qui était parti en Belgique. Et même il y a eu aussi Simon Kimbangu qui ont milité pour l'indépendance du Congo. Parce que l'indépendance, ce n'est pas seulement ce qu'on a obtenu le 30 juin 1960. Il y avait une lutte qui a commencé depuis très longtemps, qui a été juste achevée par les Lumumba, les Zeza, qui a été achevée par les Kassavobu, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient à leur côté, parce que la lutte, c'est pas seulement pour les personnes qui sont publiquement connues. Il y avait beaucoup de héros dans l'ombre. Et l'indépendance, c'est pas seulement l'indépendance politique. Certes, l'indépendance entière, on l'a pas encore. L'indépendance, c'est un combat de tout le temps et il nous faut conquérir l'ensemble de ces éléments qui constituent cette indépendance. Et nous sommes pratiquement sur la bonne voie, bien qu'il y a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Mais c'était une lutte qui a commencé par plusieurs personnes, qui a commencé il y a très longtemps, qui a continué, c'est là qui ont parachevé la lutte la lutte pour l'indépendance. Ça a été parachevé par les Lumumba et toute sa génération de Kassavobu et voilà. Alors merci beaucoup. Aujourd'hui, nous célébrons l'indépendance, ça fait 63 ans, disons, après cette proclamation officielle, en tout cas avec Lumumba et Kassavobu pendant cette période. Je n'étais pas au courant de toutes ces autres personnes qui ont été derrière cette lutte. Mais aujourd'hui, nous célébrons l'indépendance en RD Congo. Vous croyez vraiment, enfin, comme vous l'avez déjà dit, l'indépendance, nous ne l'avons pas encore obtenue de façon très globale. Mais est-ce qu'il y a un secteur dans lequel on peut dire aujourd'hui le Congo il est indépendant? Il y a un domaine de la vie public, que ce soit public ou privé, dans lequel on peut dire que le Congo, c'est vraiment un État indépendant? Alors peut-être, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien préciser une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inconnues, qui ont milité pour l'indépendance. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties dans les statistiques, qui ont milité pour l'indépendance. Il y a juste un exemple qui est plus récent, c'est le 4 janvier 1959. Lorsqu'il y a eu un match entre Club et Mikado de la Belgique, beaucoup de personnes qui étaient tuées par la police. Il y avait des milliers de personnes qui avaient manifesté et malheureusement qui ont été tuées. Et ce sont des personnes qui ne sont pas connues. Leurs noms ne sont pas connus et ils ne sont pas du tout honorés. Tu vois, l'honneur que ces personnes méritent. On dit tout simplement les martyrs de l'indépendance. Nous serons très contents. Si on peut même avoir un livre ou même des murs ou avoir même des monuments qui va juste redire leur nom seulement.
Si pas parce que ça sera difficile de trouver les photos de toutes ces personnes, mais avoir juste leurs noms, parce que leurs familles sont là. Peut-être leurs descendants sont encore là. Et au fur et à mesure que le temps passe, on risque de les oublier. Et répondant à votre question, ça va les secteurs dans lesquels nous avions obtenu l'indépendance. En fait, il y a une lutte pour l'indépendance, et il y a aussi l'indépendance qu'on doit assumer. Parce qu'on ne doit pas prétendre être indépendant et on veut qu'on nous tienne la main pour avancer. C'est illogique, c'est anormal et c'est impossible. Je vais prendre l'exemple de l'art. Dans l'art, là je peux dire qu'il y a une certaine indépendance. Dans l'art, il y a une certaine indépendance. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a eu une grande indépendance. Il suffit seulement de lire les textes de notre pays. Même l'économie de notre pays, elle est indépendante. Mais ce sont les textes qui ne sont pas du tout respectés, qui ne sont pas appliqués. L'armée de notre pays, sur le plan militaire, il y a une indépendance, mais malheureusement, au Congo actuellement, nous sommes un pays qui a le record de la présence des forces militaires étrangères, que ce soit les Burundais, les Ougandais, les Kenyans, les Sud-Soudanais, les Tanzaniens, les Sud-Africains. Il y a dans les casques bleus de la MONUSCO, il y a les Népalais, les Indiens, les Uruguayens, les Pakistanais. Il y a plusieurs nationalités, sans pour autant parler de ces, si on peut les appeler ainsi, des milices, qui sont là à Goma, qui ont pratiquement pris en otage tous les grands hôtels de la ville. Et qui sont des mercenaires qui sont en train de travailler aux côtés des FARDC. Et là, on ne liste pas les groupes armés qui détiennent les armes illégalement. On ne liste pas les pays voisins comme le Rwanda, en complicité avec l'Ouganda, qui sont militairement dans notre pays. Et si le plan militaire, cette indépendance, elle n'est pas encore là. Parce que s'il y avait cette indépendance, aucune force étrangère ne pouvait être présente dans notre pays pour se battre, en fait, de protéger les frontières de notre pays. Parce qu'aucune armée, aucun militaire étranger ne viendra mourir pour notre pays. Exactement. En fait, c'est une question à laquelle nous allons répondre au cours de cette émission. Mais déjà, nous sommes au 30 juin, quand M. Lumumba va prononcer son discours célèbre, un discours qui va mettre mal à l'aise plus qu'un, notamment le roi belge qui n'était pas très à l'aise. Mais quand même, la sensation que ça a été, vous avez senti le soulagement que ça avait fait la population après ce discours de Lumumba, les acclamations, ça avait fait 3 minutes, on m'a dit, j'ai lu quelque part que ça avait duré 3 minutes, les gens étaient en train d'applaudir dans la salle. Et quand Lumumba va quitter la salle, il y a des applaudissements. Tout le Congo est maintenant très heureux d'accéder à une certaine indépendance. Mais les choses vont très rapidement basculer avec la sécession katangaise et très vite, les choses vont retourner encore, tourner en vinaigre, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'après 63 ans de cette indépendance, quelle lecture globale nous pouvons faire de l'évolution? Quel état de lieu pouvons-nous faire de l'évolution de la situation dans notre pays? Alors, il y a cette indépendance qui a été obtenue, mais les acteurs politiques qui ont les leads du Congo actuellement sont caractérisés par certains éléments. Notamment, il y a l'impréparation. La plupart de ceux-là qui ont des postes de responsabilité, de ceux-là qui ont les destins du pays en main, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont pas été préparées, qui ne se sont même pas préparées. Ce sont juste des responsabilités qui arrivent fortuitement. Et des gens qui ne se sont pas préparés pour ça. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est je ne sais pas quel mot que je peux utiliser. Les vrais mots, c'est en anglais qu'on le dit très bien. Voilà, en français, c'est la procrastination. La plupart de nos dirigeants procrastinent. Et ils disent, depuis l'indépendance, on a toujours dit que la jeunesse, c'est l'espoir du pays. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même discours. Les jeunes de 1960, ils sont plus jeunes aujourd'hui. Mais pourtant, on leur disait, ce sont eux l'espoir du pays. Quand Mobutu a pris le pouvoir, c'était la même chose. C'est toujours la procrastination. On dit, c'est vous, demain. Et même l'hymne national de notre pays, il est chanté au futur. Bon, c'est pas ça le problème, mais il y a cette procrastination qui est ancrée dans les chefs de la plupart de nos dirigeants et pousse la population de ne pas s'indigner au présent pour un meilleur avenir, pour un meilleur lendemain.
Et il y a cet autre esclavagisme du passé et on pense que toute la solution et tous les problèmes, c'est l'étranger. En fait, il y a ces complexes d'Adam qui dit c'est pas moi, c'est Ève. C'est pas moi, ce sont les étrangers, c'est l'autre. Et ça n'a pas commencé avec les régimes actuels. C'est depuis très longtemps où on dit ce sont les étrangers, ce sont les pays voisins, ce sont les autres qui ne sont pas au pouvoir, ce sont les Belges. Et l'indépendance est là, mais les dirigeants refusent de s'assumer que nous sommes indépendants et nous devons prendre toute la responsabilité entre nous-mêmes. Et l'autre chose depuis l'indépendance, c'est la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la plupart de nos gouvernants. Et la mauvaise gouvernance qui est due aussi à un certain manque de redevabilité. Parce qu'on ne parle pas de la bonne gouvernance s'il n'y a pas de redevabilité, s'il n'y a pas une population exigeante. Parce que la redevabilité, c'est avec toute personne qui a le pouvoir. N'importe quel pouvoir. C'est le pouvoir de faire, le pouvoir de faire faire, le pouvoir d'interdire, le pouvoir de sanctionner, le pouvoir d'influencer. Toutes ces personnes qui ont le pouvoir, qui doivent être redevables envers la population. Et comme vous le savez, une population qui n'est pas exigeante, on ne peut rien donner, elle ne peut pas obtenir ce qu'elle doit obtenir. Et également, l'autre chose, c'est qu'on a tout mis entre les mains d'un inconnu, qu'on peut appeler même Dieu. On dit tout est entre les mains de Dieu. Et on oublie que nous, en tant que population, nous avons une responsabilité. Et ce sont les églises, les églisettes également, parce que toutes ne méritent pas les mots église, parce qu'il y a les églisettes dans notre pays, et toutes sont en train d'obscurcir, de mettre un peu de l'opacité sur les vues des gens. Et ils changent non seulement les vies et les avis des gens. Et ils influencent tout. Parce qu'une population qui n'est pas exigeante, il faut s'interroger aussi sur le plan de l'éducation. Ça, c'est un autre problème. L'éducation de notre pays, qui constitue l'un des grands dangers. On ne nous apprend pas la vraie histoire dans notre pays. On nous apprend l'Empire mérovingien, carolingien, l'Empire romain, l'Empire grec, c'est la Mésopotamie, la Perse. Mais on ne nous apprend pas les royaumes Congo, les royaumes Nandé, les royaumes Kuba, les royaumes de Bushi, les royaumes de Baoundé. On ne nous apprend pas tout ça. À l'école, on ne nous apprend pas. Tout ce qu'on nous apprend, ce sont des dates. 1453, tout ça, mais 1789, ce sont des dates et des noms qu'on a dans notre pays, ce sont des noms qui nous rendent encore esclaves. Et on nous vend l'héroïsme des étrangers et on diabolise les héros de notre pays et on les cache aussi. Parce que l'histoire de notre pays est pleine de grands succès. Et un pays ne se développe pas uniquement par son histoire, mais l'histoire oriente, c'est comme une boussole. L'histoire oriente la direction, l'histoire oriente les agissements, l'histoire oriente tout ce qu'on peut avoir comme, et même la définition de l'histoire qu'on nous a appris à l'école, c'est ça, tirer des leçons du passé pour un meilleur présent et un meilleur avenir. Préparer l'avenir, c'est exact. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Alors, vous avez dit que nous avons cette indépendance sur le plan politique, ce que je n'arrive pas à bien digérer parce que vous voyez, généralement, qu'est-ce qui se fait avant les élections? Qu'est-ce qu'ils font les leaders? Ils partent d'abord à l'étranger. Vous avez vu que des gens qui ont organisé des voyages, ils partent aux États-Unis, ils partent en France. Ouais. Mais on se demande, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement? Je n'ai pas vu le président Macron venir au Congo avant les élections. Je n'ai pas vu Biden venir en Afrique avant l'organisation des élections en Amérique. Mais au Congo, je ne sais pas vraiment s'il y a cette personne-là qui avait l'intention de prendre le pouvoir, qui n'a pas pris le courage d'aller visiter les grands. Alors, d'une certaine façon, c'est comme s'ils allaient chercher une sorte de bénédiction, quoi. Et ils signent aussi, je crois qu'ils signent des pactes là, parce que s'ils doivent obtenir l'appui de ces géants, c'est qu'il y a quand même un truc en retour qu'ils doivent donner. Alors, est-ce qu'on pourra vraiment dire que le Congo, sur le plan institutionnel, c'est un pays indépendant du moment qu'il y a encore cette main noire extérieure qui continue à agir et influencer les dirigeants en place? En fait, il y a plusieurs vérités qui nous mentent dans notre pays. Et parmi ces vérités, il y a celle qui consiste à dire ce sont les Occidentaux, ce sont les Blancs, ce sont les étrangers qui décident sur le présent et l'avenir du Congo.
C'est une vérité qui nous manque depuis très longtemps. Et la plupart, malheureusement, la plupart de nos gouvernants, de ceux, et même de ceux-là qui prétendent prendre le pouvoir, tombent dans ces pièges-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se sont pas encore décidés de démystifier ces mythes-là, qui consistent à dire que ce sont les étrangers qui décident surtout. On l'a vu dans les précédentes élections dans notre pays en 2018. La population avait décidé et ce ne sont pas les étrangers qui ont décidé de celui qui vont mettre là-bas. C'est un compatriote, c'est un groupe de compatriotes qui ont décidé. Non, la population, même si c'est qu'elle a décidé, nous mettons ça. Ce n'était pas les étrangers, ce n'était pas les occidentaux. Et l'autre chose qui caractérise notre pays depuis tous ces temps, c'est l'injustice. La justice dans notre pays n'est juste que sur papier, n'est juste que dans la définition, dans la théorie. Mais au vrai sens, sa vraie définition, c'est l'injustice des puissants au détriment des impuissants, au détriment de ceux-là qui n'ont pas les pouvoirs politiques et ceux-là qui n'ont pas les pouvoirs économiques. Parce qu'actuellement, dans notre pays, comme dans plusieurs pays, on ne parle plus des trois puissances, des trois pouvoirs. Ce n'est pas seulement les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Il y a aussi les quatrièmes pouvoirs, les médias que vous êtes. Il y a aussi le cinquième pouvoir, c'est les pouvoirs financiers. Et chez nous, c'est lui qui a l'argent, il n'a même pas besoin de prendre un avocat pour avoir raison. Il se dit, moi je connais tel magistrat, tel juge, et nous aurons raison. Pas les soudoyer. Voilà. Et l'injustice dans notre pays a existé depuis bien longtemps avec le trafic d'influence. La méritocratie n'existait pas. Et ce sont des gens, il y a des personnes qui sont promues, pas parce qu'elles sont compétentes, mais ce sont des personnes qui sont promues parce qu'il y a le patriotisme tribal, il y a le népotisme, il y a le patriotisme provincial, il y a le patriotisme régional et linguistique. Quand elle arrive au pouvoir, c'est le nôtre. Je vous raconte une anecdote. Tout récemment, j'étais à 2 ministères nationaux de notre pays. Mais en y arrivant, c'était 2 langues à chacun de ces ministères. Mais ce n'était même pas parmi les 4 langues nationales. C'était même pas en Swahili, ni en français, ni en Lingala, ni en Chiluba, ni en Kikongo. C'était dans les dialectes. Ça veut dire que ces ministères-là, ils ne sont pas en train de promouvoir la culture. Ça veut dire que si tu n'es pas les leurs, tu n'es pas le bienvenu. Voilà, tu ne vas rien comprendre, quoi. Ça, c'est le cabinet du ministre. Et on est en train d'oublier qu'il y a la nation qui nous unit tous. Et on promeut ce patriotisme régional, provincial et tribal. Et les étrangers, qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'ils en profitent, les Occidentaux en profitent. Jamais les Occidentaux ne feront des choses pour nos beaux yeux, pour nous, pour notre bien. Pour eux, c'est leurs intérêts avant tout. Ils s'en foutent du développement du Congo. Vous avez dit que je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que l'indépendance repose entre nos mains et que c'est un mythe de croire que les Occidentaux ne sont pas mêlés dans tout ça. Vous savez bien, en fait, dans la période électorale, enfin, la période coloniale jusqu'aujourd'hui, le principe de base du colon a été quoi? Pas d'élite, pas d'ennui. S'il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'ennui. Alors la seule stratégie pour lui, c'est d'éliminer l'élite. Il ne sera pas ennuyé. Mais non, je suis pas d'accord. Vous avez vu avec le président Magufuli, par exemple, il commence à monter la tête au haut de la surface. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec sa mort, en tout cas. Mais vous avez d'autres cas en Afrique, des présidents qui ont disparu, du coup, juste parce qu'ils ont commencé à élever la voix un peu plus haut que prévu. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais comment est-ce qu'on devient élite? L'élite, ce n'est pas seulement quand on a les pouvoirs d'un président de la République. L'élitisme commence d'abord en aiguisant nos cerveaux. Il faut aiguiser nos cerveaux. Si l'éducation ne nous permet pas, l'éducation au sens instruction de l'école ne nous le permet pas. Actuellement, nous avons les nouvelles technologies de l'information et de communication qui permettent à tout le monde au moins d'avoir accès à l'information, aux données et de se former. Ça, c'est la première chose comme solution alternative. La deuxième solution, c'est les partages alternatifs. Trouver des solutions alternatives, l'enseignement alternatif et les partages, les mentorats, les coachings. Et ça se fait et ça doit se faire. Et enfin, la solution idéale, c'est les transformations et les changements radicaux de tout notre système éducatif. Et c'est vrai, pour les Occidentaux, ils aimeraient bien avoir toujours des bêtes
autour aux têtes de tous les pays africains. Ils aimeraient bien avoir les guignafiers, des gens qui sont bons en rien. Et c'est ce que les Occidentaux veulent avoir, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une personne intelligente qui saura dire non. Ils ont besoin de personnes qui feront que des courbettes. Il dit, faites ça, il dit, ils se soumettent. Okay. Et ce sont tout simplement parce que ce sont des gens qui ont l'obsession du pouvoir. On n'a plus besoin d'avoir les gens qui sont obsédés du pouvoir, qui se disent je suis prêt à tout pour avoir le pouvoir. Et quels sont les exemples qu'on a dans notre pays? Nous avons une crise des modèles. Nous avons une crise des modèles vivants. La plupart de nos modèles, ce sont les cadavres, ce sont les étrangers, ce sont les gens qu'on voit à la télévision, les gens qu'on lit dans les livres comme la Bible, comme le Coran. Ce sont les gens qu'on voit dans les télé-réalités, les gens qu'on voit dans les films de fiction. Mais les modèles vivants, on les diabolise. Les modèles vivants, on ne les promeut pas. On reconnaît nos héros que quand ils sont morts, malheureusement. Et ça, ce n'est pas les Occidentaux, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On n'a pas besoin que ce soit les médias occidentaux qui nous vendent une image du Congo, qui nous vendent une personnalité congolaise. Et ça, même avant l'indépendance, et pendant l'indépendance et après, les Occidentaux, ce ne sont pas eux qui tuent toujours. Ils ont leurs mains dans notre pays. Ceux-là qui ont capturé Lumumba, ce n'étaient pas des Blancs, c'était des Noirs. Oui. Certes, ils exécutaient, ils répondaient un peu à ce que les Blancs, à ce que les Occidentaux les demandaient. Mais c'était des Noirs avant tout. Et ça veut dire ils sont au service de ces Blancs. Ils sont au service de ces Occidentaux. Parce que ces gens, ils ne peuvent pas faire des choses pour nous. Et il y a beaucoup d'autres pays qui nous ont prouvé le contraire. Qui nous ont prouvé qu'on peut avoir un peuple éduqué, on peut avoir des dirigeants qui sont engagés, qui sont des patriotes et qui aiment leur pays. Aujourd'hui, vous avez donné l'exemple de John Magufuli. Mais qu'est-ce que d'autres Africains avaient fait de John Magufuli? Ses homologues africains. Qu'est-ce qu'ils faisaient de lui? Kadhafi, quand il a été tué, il y avait des présidents africains qui avaient trahi Kadhafi. Et même Lumumba, quand il a été... pendant son combat, il n'a pas obtenu le soutien de beaucoup de grands leaders africains. Il a obtenu le soutien de Kwame Nkrumah, de Ahmed Sékou Touré de la Guinée et même de Gamal Abdel Nasser de l'Égypte. Et c'est la même que ses enfants étaient partis, sa famille, pour vivre très longtemps. Et en fait, les Occidentaux s'y parviennent à exécuter des choses parce qu'ils ont des complicités à l'interne, parce qu'il y a toujours les trois niveaux. Il y a les niveaux macro, micro et nano. Les niveaux macro, c'est les grands niveaux, où on parle de la théorie des mains noires. Comme on aime bien le dire dans notre pays, c'est différent de la théorie de la main noire en économie d'Adam Smith. Il y a cette théorie de la main noire qui consiste à soupçonner qu'il y a un vide plein de rien qui est à côté. Bon, voilà, il y a les niveaux micro, c'est les niveaux collectifs, où dans la nation, une certaine catégorie de personnes, un groupe, là ça peut être dans l'armée, la classe politique, les pouvoirs judiciaires, exécutifs, les pouvoirs législatifs et même les médias. Et il y a les niveaux nano, c'est les niveaux individuels. Il y a des gens dans notre pays, et même des jeunes, qui sont prêts à tout pour l'argent. J'avais raconté à un ami qu'il y a eu des gens qui ont essayé de me corrompre et j'avais refusé. Il dit, mais tu es fou quoi? Pourquoi tu vas refuser l'argent? Il faut accepter. Mais toi, tu vas mourir pauvre. Il dit, mais il ne faut pas être prêt à tout pour l'argent. C'est ça. C'est une trahison qui sera une tâche de toute la vie. Et ce n'est pas moi-même qui vais me trahir, ça sera trahir tout le monde. Et celui qui trahit ne peut pas être pardonnable. Et tous ceux-là qui ont trahi notre pays ne doivent pas être pardonnés. Ah, merci beaucoup, Monsieur Espoir. Mais encore une fois, moi j'aime toujours revenir à la racine pour voir d'où est-ce que toutes ces situations, par où elles ont commencé. Parce que déjà, vous vous rappelez, c'est qui avait fait cette lettre, qui avait dit qu'il a rencontré en Afrique des peuples avec des valeurs extrêmement fortes et solides. Et il y a quand même un occidental qui était venu, qui a découvert des endroits. Alors il a dit la première chose à faire, c'est de pouvoir, disons, détruire toutes les valeurs là, les valeurs culturelles,
Alors je crois que le blanc, il a également été derrière la destruction de nos valeurs culturelles, il a été derrière l'instauration de la corruption dans notre système, parce que quelle est la meilleure voie pour régner? C'est de diviser, non? Alors du coup, il faut qu'il puisse diviser les gens, que les gens soient montés les uns contre les autres, comme ça lui, il va en profiter. C'est ça qui a été avec la sécession katangaise, les blancs, ils étaient derrière. Donc nous avons maintenant des Congolais qui commencent à lutter entre eux, mais en attendant, le blanc, il va profiter de cette division, de cette cacophonie et continue à régner. En fait, c'est facile d'accuser, c'est facile de critiquer, mais une chose qui est l'une des choses qui soit difficile, c'est l'effet de responsabiliser ceux-là qui ont vraiment le vrai pouvoir. C'est exact. Parce que je n'ai jamais vu un blanc qui est venu et qui a dit désormais ne chantez plus, ne dansez plus la danse culturelle. Je n'ai jamais vu un blanc qui dit ne parlez plus dans votre langue. Je n'ai jamais vu un blanc qui a dit désormais il ne faut pas aller doter en respectant la coutume de votre pays, de votre culture, de votre tribu. Je n'ai jamais vu un blanc qui dit si tu veux être en paix, il faut éliminer toutes les personnes qui appartiennent à une tribu qui n'est pas la vôtre. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Tout ce qu'on voit, c'est ceux qui font tout ça, ce sont nos compatriotes. Je ne suis pas en train de blanchir les Occidentaux qui ont joué un grand rôle, parce que l'acculturation prend du temps. Là, c'est L' qui prend du temps. Et même le fait de recourir à la vraie culture, à notre culture, ça prendra aussi du temps. Mais la bonne démarche, c'est la prise de conscience collective et qui commence d'abord par une prise de conscience individuelle. Là, je suis d'accord. Et cette prise de conscience individuelle, c'est à travers la lecture, à travers les partages, à travers les débats, à travers ces genres d'émissions à caractère pédagogique et aussi le fait de ne pas récompenser la médiocrité, récompenser ces modèles vivants, ne pas se référer uniquement aux modèles qui sont déjà morts. Promouvoir aussi ces modèles vivants qu'on a dans notre pays. Merci. Alors, nous allons faire un petit retour sur l'indépendance militaire. Vous avez mentionné le cas de beaucoup d'armées maintenant internationales qui sont sur le sol congolais, mais je crois que ce n'est pas un fait qui date d'aujourd'hui. Ça a été depuis un bon bout de temps, parce que la mission de maintien de paix onusienne n'a été au Congo, ce n'est pas, en tout cas, elle n'a pas commencé en 2009, je ne sais pas. L'ONU, c'était d'abord l'ONU en 1960. 59-60, c'est en 59-63. C'était l'ONU. Jusque 63 déjà, l'ONU est venue au Congo, c'était déjà une force étrangère. Voilà, donc déjà, quand les Belges sont en mauvaise position, il y a les Américains qui vont en profiter pour aussi, n'est-ce pas, se créer un espace au Congo. Maintenant, l'ONU intervient directement au Congo. Et aujourd'hui, même si on ne le dit pas de façon officielle, nous savons que les États-Unis entretiendraient des bases militaires en Afrique. Il y en aurait plus que 100 en Afrique. Ils ont plusieurs bases. Voilà, s'il y en a plus les que 100. Chinois, non, les Turcs sont en train d'en avoir. Je suis certain qu'au Congo, il doit y en avoir également. À ma connaissance, non. Vous êtes sûr? On ne sait pas le dire en tout cas, je ne peux pas le confirmer, je n'ai pas de preuves, mais je suppose qu'il serait possible qu'ils entretiennent également des bases militaires au Congo. Alors, cette présence militaire étrangère ne date pas d'hier. Elle n'est pas venue avec l'EAC, elle n'est pas venue avec Tshisekedi. Elle a toujours été là. Alors, mais actuellement, il y a un record qu'on n'a jamais eu à égaler dans le passé. La présence de plusieurs armées invitées par notre pays. Et bientôt, il y aura d'autres de la SADC qui vont venir. Bientôt, il y a aussi l'Angola. Le Parlement angolais a déjà voté, a déjà autorisé. Donc, ils sont libres de venir au Congo. Et on a ces records. Et en fait, si vous avez vu, même dans les films de Lumumba avec Janssens qui disait après l'indépendance égale avant l'indépendance. Ça c'est du côté militaire. La plupart des instructeurs, la plupart des grands officiers c'était des Belges. Et comme vous l'avez dit, pour les Belges, il n'y avait pas, s'il n'y a pas d'élite, je n'aurai pas des ennuis. Pas d'élite, pas d'ennuis. Et c'était des slogans qu'on est à mesure de combattre. C'est exact. On peut mettre fin à ces slogans. Il suffit tout simplement qu'il y ait une bonne volonté politique, qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait la justice et qu'il y ait aussi la garantie de non-répétition. Parce que nous avons besoin d'avoir des garanties de non-répétition, que ces erreurs du passé
ne vont plus se reproduire avec, avec les responsables actuels et même les responsables futurs. On a aussi besoin qu'il y ait des mémoires. On a besoin de mémoires collectives. On a besoin de reconnaître notre vraie histoire, les rôles que tel et tel ont joué. On a besoin de connaître toutes les vérités, rien que les vérités, que ce soit les vérités positives ou négatives également. On a besoin de réparation. On doit réparer tous ceux-là qui ont perdu des choses. La réparation, ce n'est pas seulement sur le plan financier. La réparation, ça peut être la construction d'une école, la construction d'un monument, la reconnaissance même à travers les livres, à travers les cours de l'histoire, l'éducation civique et morale. Et ce sont des reconnaissances dont on a besoin dans notre pays. Également, on a besoin de sanctions. Parce qu'on ne doit pas continuer à avoir même, je donne un exemple, on ne doit pas avoir dans notre pays des endroits qui portent les noms des colons, de ceux-là qui ont tué, par exemple, on dit place des évolués à Kinshasa, si c'est rond-point Signiers. On n'a pas besoin de ces noms. On doit changer ces noms et avoir les noms de ceux-là qui sont battus pour l'indépendance de notre pays. Pourquoi pas mettre même, au lieu que ce soit un rond-point Signiers, qu'on mette les noms de celui du Mwami Mukumu qui a hissé les premiers drapeaux après l'indépendance de notre pays. Et c'est ainsi que beaucoup de pays changent un peu l'histoire. Et les enfants qui vont naître, les jeunes qui sont là, nous allons apprendre, pourquoi on a changé ces noms, pourquoi pas X, Y chose. En Russie, actuellement, il y a l'université Patrice Emery Lumumba, une très grande université. Et c'est tout récemment qu'en Belgique, il y a eu une rue qui porte les noms de Lumumba. Et dans notre pays, on ne doit pas juste mettre les noms de politiciens. Avenue Félix Tshisekedi, tout simplement parce qu'il est au pouvoir. C'est bien bon, mais ceux-là qui sont battus, qui ont écrit l'histoire de la ville de Goma, du Nord Kivu, comment est-ce qu'on est en train de les honorer? Parce que l'héritage, chacun choisit ses héritiers. Ceux-là qui se battent pour le bien collectif, ils choisissent les héritiers. Tout le monde, toute la communauté, sans distinction de sexe, d'âge, d'appartenance politique, tribale, sportive, culturelle, et ainsi de suite. Et ceux-là qui choisissent les héritiers individuels, généralement, ces gens ne passent pas 4 générations. À plus forte raison, je parie que tu ne connais pas les noms du grand-père de ton grand-père, moi non plus. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Alors, si avant de clôturer notre numéro, qui est en tout cas long, on peut revenir un tout petit peu sur l'aspect économique de l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, si vous regardez autour, en tout cas, on dit aujourd'hui que le Congo, c'est le pays le moins endetté au niveau africain, avec une dette évaluée à 10 milliards de dollars américains. C'est en tout cas... Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas assez de dettes en Afrique. La RDC, c'est l'un des pays les moins endettés. C'est en tout cas ça que je crois les informations dont je dispose renseignent. Personne ne connaît les dettes qu'a le Congo actuellement. D'accord. Alors, ce serait pour dire aussi que cette forme de colonialisme est passée sous forme de l'impérialisme actuellement, se cache derrière l'impérialisme et passe par des dettes, par exemple, pour imposer maintenant des décisions. Vous savez, quand le pays a beaucoup de dettes externes, en tout cas, les créanciers ont un mot à dire sur le pays. C'est ça, généralement, qui se fait. Oui, mais vous savez aussi que le Congo a beaucoup de dettes internes. Je vous donne juste un exemple pour ceux-là qui ne savent pas comment est-ce qu'on définit les dettes internes. C'est notamment les dettes envers les banques à l'intérieur, les dettes à cause des arriérés, de l'impaiement des agents de l'État. Ce sont des dettes que possèdent les pays. Et il y a aussi, comme vous l'avez dit, les créanciers externes. Mais ça existe dans beaucoup de pays. Actuellement, je crois, les pays les plus endettés, je ne pense pas que ce soit un autre pays à part les États-Unis d'Amérique. Exactement, ça on le sait bien. Voilà, et ils sont très puissants. Et donc, la dette n'est pas une signification de la chute d'un pays sur le plan économique. C'est vrai. Parce que, je vous je vous raconte une histoire de l'indépendance de notre pays. Il y avait eu 2 tables rondes. Il y a la table ronde politique et la table ronde économique. À la table ronde politique, c'est là que beaucoup de personnes étaient parties. Mais à la table ronde économique, c'était très peu de personnes. Et c'est là que beaucoup de décisions économiques étaient décidées. Qui détiennent actuellement la grande partie de l'économie de notre pays? Ce sont les étrangers. On voit les Libanais, les Indiens, les Chinois, les Pakistanais et la plupart des Congolais,
détiennent aussi une part de l'économie, mais ils ne sont pas très puissants. Ils ne sont pas puissants. Voilà, ils ne sont pas très puissants comme les étrangers. Ouais. Et ça, ce n'est pas une bonne politique dans notre pays. Pourquoi? Parce que même la loi de notre pays interdit l'exercice des petits commerces aux étrangers. Un étranger ne doit pas faire les petits commerces dans notre pays. Mais la loi n'est pas respectée. Et les Indiens, les Libanais, les Pakistanais viennent, ils commencent à vendre des choses en détail. Pourtant, ils ne devaient pas les faire. Et qui les protège? Ils sont des juristes congolais, ils sont des magistrats congolais, des policiers congolais, des politiciens congolais. Et pourquoi pas même, il y a aussi des Indiens qui sont des prêtres, non. On les donne juste les noms des Indiens, mais ceux qui sont derrière, c'est les grands investisseurs, et sont les acteurs politiques qui sont en train de blanchir leurs capitaux parce qu'ils se disent, si je perds le pouvoir, ben, je risque de tout perdre. Parce que la plupart de nos politiciens, ce sont des faux riches. Parce qu'une fois ils n'ont plus le pouvoir, ils deviennent pauvres, ils deviennent commandeurs. Ok, alors ça veut dire, autrement dit, que l'économie, comme on l'a décrit toujours, elle est extravertie, et donc notre destin économique repose entre les mains des étrangers. À qui appartiennent les banques en général? Les plus grandes banques appartiennent aux étrangers. Voilà. Les entreprises de télécommunications, RTL, Vodacom, il n'y en a pas une seule qui appartient aux Congolais. Non, il n'y en a pas. Avec toutes les communications qui doivent passer par ces circuits-là, les communications les données qui doivent passer par là, vous comprenez que c'est un pays qui est en tout cas fragile, extrêmement fragile. Et même quand il y a les marchés publics, qui bénéficie de ces marchés publics? C'est souvent les étrangers. Parce qu'ils disposent des grandes entreprises. Voilà. Non seulement ça, il y a même les entreprises du Congo qui sont en mesure de faire des choses, mais on fait appel aux étrangers. Et je donne juste l'autre chose, c'est pour les médias. La plupart de nos politiciens, les interviews exclusives, ils les accordent qu'aux médias étrangers, pas aux médias de notre pays. Voilà, merci beaucoup pour cette partie. Je crois que nous allons poursuivre cette partie prochainement parce qu'il y a encore beaucoup, il y a à boire et à manger sur ce sujet-là et nous devons de communiquer à la population pour qu'elle puisse savoir finalement dans quoi on est. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message que vous pourriez lancer? Finalement, est-ce que nous sommes vraiment un pays qui devrait célébrer l'indépendance? L'indépendance de notre pays ne doit pas se célébrer, mais plutôt on doit s'en souvenir de ces dates et continuer la lutte pour laquelle les anciens, les prédécesseurs se sont battus. Et actuellement, chacun doit choisir quelle est l'indépendance pour laquelle il veut se battre. Pas tout le monde dans la politique, pas tout le monde dans l'art, pas tout le monde dans l'économie. Chacun selon son atout, son talent, sa passion, sa conviction, et là où il a les attitudes, les bonnes attitudes et les bonnes aptitudes. Parce que c'est à chacun de choisir quelle est ma part pour faire les gâteaux, quelle est ma part au gâteau, pas quelle est ma part du gâteau. Parce que si on veut savoir la part du gâteau, ça veut dire le gâteau est prêt, on va manger. Mais trouver la part au gâteau, qu'est-ce que je vais faire pour que les gâteaux soient prêts? Et c'est à chacun de choisir ce qu'il peut selon ses talents. Ça peut être dans la politique, dans l'armée, dans l'administration publique, dans la société civile, dans le monde sportif, culturel, éducatif, dans la diplomatie et beaucoup d'autres domaines. Chacun doit être libre et on ne doit pas imposer à une personne. Et dans notre pays, nous devons nous indigner. Si on n'est pas indigné, c'est difficile de penser que les choses vont se transformer avec un claquement des doigts. Merci beaucoup pour ce dernier message, Monsieur Espoir. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. C'est un numéro que nous allons poursuivre. L'indépendance, il y a encore à boire et à manger là-dessus. Donc, merci d'avoir été de nôtre ce soir. On se retrouve très prochainement. Vous nous retrouvez chaque mardi et jeudi de 19h juste à 19h30. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Merci à tout le monde et portez-vous bien.